Bonjour à tous, pour celles et ceux qui sont connectés. Donc je suis Sébastien Drochon, je vais être le modérateur là pour la présentation de ce soir par Patrick Lebliguet sur l'impression 3D. Alors déjà, je voulais juste introduire un petit peu Patrick et puis le sujet en posant tout simplement la question pourquoi on va parler de l'impression 3D. Alors il se trouve que demain, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. Et que certainement l'idée d'une impression 3D et d'imprimante 3D représente la question du travail moderne et la question peut-être d'une révolution dans le travail. Ça, c'est un petit peu les questions, les réponses à ces questions qu'on espère pouvoir avoir ce soir. Et j'en profite justement parce que demain, donc Solidarité et Progrès sera présent à la manifestation. En tout cas, en début de manifestation, on aura un stand place de la République. Donc, pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, vous n'hésitez pas à nous appeler au numéro qu'on va mettre d'ailleurs dans le. Je ne sais pas si c'est dans le chat de conférence qu'on met ça, mais on peut vous laisser le numéro. Oui, tout simplement nous Et contacter ici même. et vous nous contactez ici même, tout simplement, voilà, pour venir nous rejoindre demain. Donc, on sera à République et on aura un stand juste à l'avant de la, enfin, avant la manifestation qui commence à 14h et on y sera de 12h30 jusqu'au début de la manif. Et donc, du coup, ça, c'est déjà pour la première chose, la fête du travail. Et voilà, après, on pourrait aussi imaginer que, disons, entre Fab Lab et imprimante 3D, il y ait l'idée de solidarité et de progrès. C'est tout simplement quelque chose qui représente une idée profonde dans la mobilisation de notre mouvement politique, l'idée d'économie réelle, l'idée en fait tout simplement de créer en fait les bases fondamentales d'une nouvelle économie. Et ça, c'est la chose qu'on va essayer de savoir ce soir, c'est à savoir si l'impression 3D, c'est un progrès fondamental ou une simple innovation. Ça, peut-être que Patrick pourra nous le dire. Mais en tout cas, toujours est-il que SCP s'y intéresse parce que c'est le cœur de notre pensée, en fait, de notre pensée économique. Et un parti comme le nôtre, c'est justement, en fait, toujours intéressé à l'économie réelle, notamment en mettant l'accent sur le fait que l'économie réelle, son fondement, c'est la créativité. Et la question de l'impression 3D pose les bases d'un essor en fait de la créativité individuelle et la créativité collective. On verra ça, mais en tout cas, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et il y avait une autre idée aussi qu'on aborde énormément, puisque l'économie réelle, c'est la base de notre pensée économique, cette idée de créativité comme fondement de l'économie physique et réelle. Et je voulais justement faire référence à l'économiste Lyndon LaRouche, qui est quand même aussi une référence de pensée pour notre mouvement politique, qui a écrit ce bouquin. Il en a écrit beaucoup de choses, mais il y a un bouquin qui est disponible sur notre site internet. Peut-être qu'on laissera le lien, notamment parce que je crois qu'il est disponible en libre accès. Son bouquin sur l'économie qui s'appelle Alors, vous voulez tout savoir sur l'économie. Et dans ce bouquin, Larouche y amène beaucoup de références. C'est un bouquin qui a été écrit pour enseigner l'économie, c'était pour des enseignants à la base. Et il amène notamment le principe du principe de la machine-outil. Puisque, évidemment, la question de l'impression 3D, c'est la question de l'industrie. L'industrie qui est primordiale dans une nation. Et soit dit en passant, aujourd'hui, l'industrie, c'est 10% du PIB. Il y a 40 ans, c'était le double. Donc, il y a une diminution énorme de la part de l'industrie dans notre économie. Et l'industrie, ce qui est clé, c'est les machines-outils, parce que vous avez énormément de machines. Vous avez évidemment, ben, il faut produire des machines. Mais vous voyez, une voiture, c'est fait pour rouler. Un ordinateur, c'est fait pour tout simplement aller sur Internet, écrire des mails ou bien autre chose. Mais une machine-outil, c'est fait aussi pour fabriquer des machines-outils. C'est-à-dire qu'en gros, la machine-outil, c'est le principe de reproductibilité en fait de l'économie et de la production. Et je voulais amener ça parce que, évidemment, l'impression 3D, peut-être, répond-elle à ce principe de reproductibilité dans l'économie.
mais à un niveau plus élevé. Je ne sais pas, on verra, on essaiera de répondre à ces questions. Et avec Patrick. Donc, avant de présenter juste Patrick et qu'il puisse commencer, je voulais juste donner un sens que, évidemment, tout ça, on en discute dans un contexte international extrêmement tendu, un contexte dans lequel vous avez une crise économique, une crise financière et une crise économique terrible, avec un danger de guerre qui est absolument à noter aujourd'hui, et des tensions énormes entre la Russie et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis, avec le rôle de l'Europe qui est le rôle de petit toutou de l'OTAN et qui ne crée pas les conditions d'une véritable paix. Et donc la France aussi doit jouer son rôle là-dedans. Et donc dans ce contexte-là, on a quand même une conférence internationale le 8 mai prochain de l'Institut Schiller, à laquelle je vous invite véritablement à vous connecter. Ce sera toute la journée de samedi par notre institut, nos collaborateurs internationaux de l'Institut Schiller. Ce sera le 8 mai. Et le 7 mai, la veille, on aura, pour introduire un petit peu justement cette question de la coopération internationale. Et d'ailleurs, on va parler de coopération internationale peut-être avec la question de l'impression 3D, notamment au niveau des Fab Labs. Mais l'idée de coopération internationale est primordiale et de changement de système monétaire et économique mondial aussi. Et c'est pour ça que donc vendredi prochain à 19h, on aura Issaim Belaïch qui donc est un professeur et qui va nous présenter la stratégie chinoise du Going Global dans le contexte des nouvelles routes de la soie, donc les institutions chinoises dans le cadre du Go Global et des nouvelles routes de la soie. Donc ce sera une présentation Discord sur le Discord SCP vendredi à 19h, là, pas à 20h30 mais à 19h. Voilà. Donc juste, je vais laisser, donc je vais présenter rapidement Patrick Lebliguet, donc je vais faire sa petite mini-biographie. Patrick, tu rajouteras des choses si jamais il faut en rajouter. Patrick il est à la retraite, mais il était officier de la marine marchande pendant plus de 30 ans. Il a été chef mécanicien donc, sur les navires de recherche océanographique de l'Ifremer, donc l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et ensuite chef mécanicien d'armement, chargé du maintien en conditions opérationnelles des navires de recherche de l'Ifremer et de l'Institut de recherche pour le développement. Et sur ces navires, il a participé à l'intégration de nouveaux outils pendant 30 ans. Donc il n'a pas, on a sur notre site, on a présenté comme un ancien de l'Ifremer. Il a travaillé pour des entreprises qui ont travaillé elles-mêmes pour l'Ifremer. Il n'était pas directement employé par l'Ifremer. Tu me corrigeras, Patrick. Et donc, évidemment, c'est un passionné de nouvelles technologies. Aujourd'hui, il est en train d'essayer de monter sa boîte dans les impressions 3D. Donc voilà, je lui laisse la parole. Voilà, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas, Oui, je suis là. C'est à toi. Bonjour à tous. Moi, je vais juste renchérir sur ce que vient de dire Sébastien. Donc, finalement, pour être un petit peu plus précis, je travaillais pour le GIE Génavir, qui en fait fait partie de l'Union économique et sociale avec l'Ifremer. C'est une société qui a la charge de l'exploitation aussi bien logistique, l'exploitation des équipages et l'exploitation technique des navires de l'Ifremer, de l'IRD, de l'IRCA, en fait de ce qu'on a regroupé maintenant depuis assez peu de temps, que la France a regroupé sous l'acronyme de Force océanographique française. Donc des navires d'État dédiés à la recherche océanographique. Donc effectivement, je suis à la retraite depuis un peu plus d'1 an et demi. Donc passionné de nouvelles technologies, j'ai souhaité reprendre une activité et créer mon activité dans le domaine de l'impression 3D, qui est un domaine qui me passionne déjà depuis quelques temps. Et donc, je m'attaque au montage de cette entreprise actuellement. Sébastien m'avait demandé, donc, quand on s'est rencontrés il y a quelques temps, si j'étais d'accord pour faire cette présentation. Je vais essayer de le faire de manière la plus succincte possible, parce que, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, et de rester pas trop, rentrer trop dans les détails techniques pour aborder des sujets un peu plus généraux, comme justement l'intégration de l'impression 3D et ces nouvelles technologies dans l'entreprise. Alors, je vais partager un petit slide que j'avais préparé. Alors, pour commencer, je vais faire un petit tour d'horizon quand même de ce que c'est l'impression 3D. Alors, on parle d'impression 3D, on parle également de fabrication additive.
En fait, ce sont deux termes qui sont synonymes maintenant. Au début de l'apparition de cette notion, on parlait surtout de fabrication additive. Elle est plus utilisée dans les domaines professionnels. L'impression 3D est en fait à l'origine un procédé qui décrivait un procédé particulier d'impression 3D, et ça venait de l'université du MIT à Boston. Maintenant, là, depuis 2012, en fait, les organismes de certification, de normalisation considèrent que ce sont deux expressions synonymes. L'impression 3D, officiellement, elle est définie comme suit. C'est un procédé consistant à assembler des matériaux pour fabriquer des pièces à partir de données de modèles en 3D, en général couche par couche, à l'inverse des méthodes de fabrication soustractive et de fabrication mise en forme. Alors, la fabrication additive, effectivement, ou l'impression 3D, le processus consiste à, couche par couche, déposer de la matière de manière à, au fur et à mesure, construire l'objet que l'on veut créer. La fabrication soustractive, à l'inverse, on va partir d'un bloc de matière qu'on va usiner, soit via une fraiseuse ou un tour, de manière à former au fur et à mesure l'objet à créer. À côté de ça, on a également ce que la définition donne comme fabrication de mise en forme, qui est par exemple l'injection plastique. Donc l'injection plastique, on va prendre de la matière sous forme de granulés qu'on va injecter dans un cylindre qui va amener sous pression au travers d'une vis et d'un piston la matière dans un moule que l'on aura au préalablement fabriqué, usiné, qui va permettre de générer la forme de l'objet à créer. Ensuite, une partie du moule s'écarte, la pièce est éjectée, on referme, on recommence un cycle. Ce procédé de fabrication couramment utilisé pour la fabrication de masse permet justement de réduire les coûts considérablement, puisqu'on arrive à des cycles de fabrication de l'ordre de quelques secondes, quelques dizaines de secondes par pièce. Donc, jusqu'à il y a peu, c'était l'outil de fabrication de masse privilégié pour son faible coût. Alors, la fabrication additive, son concept, il remonte aux années 80. En fait, il nous vient, je dirais, du docteur Kodama, un japonais, qui avait imaginé une technique de prototypage rapide pour la fabrication d'un objet tranche par tranche, qui correspond bien à la définition de la fabrication additive. Il a déposé un brevet, mais pour des raisons de financement, son brevet n'a pas été validé. Ensuite, c'est en 84, en France, une équipe de chercheurs du CNRS qui a développé une technique de fabrication additive avec le dépôt d'un brevet, mais qui n'a pas été maintenu par la suite. Et en fait, c'est finalement un Américain, Chuck Hull, qui a en 86 déposé le premier brevet commercial de fabrication additive. C'était basé sur un procédé particulier de photopolymérisation d'un liquide, d'une résine, à partir de laquelle on fabriquait l'objet. Cette entreprise ensuite s'est développée, c'est maintenant 3D Systems, c'est l'un des acteurs majeurs de l'impression 3D, du fabricant de machines d'impression 3D dans le monde. À savoir quand même que entre le brevet et la première machine qui a été commercialisée, c'est quand même passé quelques années, puisque la première machine commercialisée en photopolymérisation de résine, elle est sortie en 92. À côté de ça, il y a d'autres technologies qui se sont développées, notamment celle qu'on appelle dépôt de filaments fondus, ou Fuse Deposition Modeling. Ça, c'est l'appellation américaine qui est en fait brevetée, qui a été brevetée par un couple d'Américains, pareil, qui est parti dans une idée de fabriquer un objet, un jouet pour leurs enfants, et qui ont imaginé le fabriquer en déposant de la matière collée.
ce qui a donné naissance à la technologie de l'impression par dépôt de filaments fondus. Pareil, cette société-là, elle a été créée fin des années 80. Le brevet, lui, a été déposé, accepté qu'en 92. Et de là est née l'entreprise Stratasys, la deuxième grosse société américaine dans le domaine de l'impression 3D. Ces brevets-là, étant des brevets commerciaux, ils ont un petit peu fermé le marché de l'impression 3D sur ces deux principales technologies. Jusqu'à la fin des années 2000, où les brevets arrivant à expiration, on a vu émerger de nouvelles machines. Alors, comment ça s'est fait? En fait, c'est un Anglais, un chercheur de l'université de Bath au Royaume-Uni, Adrian Boyer, qui a imaginé avec ses étudiants de créer une imprimante à faible coût, une imprimante 3D de petite taille, qui reprenait l'essentiel du fonctionnement des imprimantes à dépôt de filaments fondus dans l'industrie à l'époque. Le projet s'est structuré un peu, ça a donné le mouvement RepRap. Et en fin des années 2000, on a vu émerger sur Internet, au travers d'un wiki mis en ligne par ce groupement RepRap, de plans placés sous licence open source, de plans de machines, de plans de programmes d'électronique, de software pour faire marcher les machines. Et chacun a pu s'en emparer. Il y a une grosse communauté de makers qui s'est créée autour de ce mouvement-là, qui a donné naissance finalement à de nouveaux fabricants de machines à bas coût, ce qui ne veut pas dire forcément des machines de mauvaise qualité, mais qui a donné naissance à des entreprises comme Prusa, comme MakerBot, ou Multimaker, qui sont maintenant des entreprises commerciales assez renommées, pour ne citer que ces trois-là. Le développement de ces machines open source a permis aussi par le transfert de connaissances, ça a considérablement aidé à l'amélioration, à l'efficacité de ces machines. Alors là, pour le moment, j'ai parlé que de FDM, donc dépôt de filaments fondus, et de photopolymérisation. Il faut savoir que l'impression 3D, c'est d'autres technologies également. En fait, maintenant c'est normalisé par l'ISO. On distingue 7 grandes familles de technologies. Alors, je parle de familles parce que dans chacune d'entre elles, il y a des techniques différentes aussi. Ça se décline en différentes techniques. Alors, les principales familles sont celles dont je viens de parler, l'extrusion de matériaux. La photopolymérisation en cuve, donc avec des résines liquides. La fusion sur lit de poudre, qui est certainement l'une des technologies aussi les plus employées au niveau industriel, on y reviendra. La technologie qui consiste à projeter un liant sur un lit de poudre, de manière à solidifier, à agglomérer les grains de poudre entre eux, couche par couche, pour réaliser la pièce à créer. Également, qui est une technologie qui est assez peu utilisée, mais pour des applications très particulières, il y a la fabrication par stratification de feuilles. Donc là, on vient... c'est une technologie qui utilise essentiellement le papier, mais on va décoller feuille par feuille et on va agglomérer chaque feuille par une colle. Il y a aussi directement la projection de matière. Donc, en fait, on vient projeter des gouttelettes de photopolymère qui vont être immédiatement solidifiées par des lumières UV. Et la dernière, c'est la technologie qui utilise le dépôt de matière consolidée par énergie dirigée. Donc ça regroupe comme les autres beaucoup de techniques, mais en gros, ça consiste à faire fondre un filament métallique
soit dans un faisceau laser ou dans un faisceau d'électrons, donc sous des atmosphères contrôlées, neutres et contrôlées, ou encore dans un arc électrique. Donc en fait, ces technologies montrent qu'il est possible de diviser aussi les procédés d'impression en fonction du format des matériaux. J'ai parlé de poudre, j'ai parlé de liquide, j'ai parlé de filament, j'ai parlé de feuilles. Ça montre aussi que l'impression 3D, ça nécessite aussi d'avoir des matériaux qui sont adaptés à la création des pièces. Et chaque technologie va privilégier de certaines catégories de matériaux. Alors, pour revenir brièvement sur les technologies les plus répandues, donc des familles que j'ai citées là, il y en a 3. Donc, le dépôt de fil fondu, la fusion sur lit de poudre et la photopolymérisation. Alors, dans la citation de la définition de l'impression 3D par la norme ISO, j'ai parlé de 2 choses, enfin, ou du moins ça apporte une réflexion sur 2 éléments essentiels. C'est qu'il faut un modèle en 3D et que le matériau, qui est important, est assemblé couche par couche. Alors ça mène à une réflexion sur la phase de conception d'une pièce en 3D. Dès le départ, quand on veut créer une pièce en 3D, il faut un peu oublier, pour les ingénieurs qui font de la conception, tout ce qu'ils ont appris sur les méthodes traditionnelles de fabrication, et notamment les fabrications par injection ou par usinage. C'est une démarche complète qui va de l'idée, du concept de la pièce que l'on veut réaliser, jusqu'à sa création finale. C'est-à-dire qu'en phase de modélisation, il faut déjà intégrer la notion d'impression 3D, puisqu'on ne va pas modéliser une pièce de la même façon selon qu'on la destine à être fabriquée par usinage ou en impression 3D. Pour une raison finalement simple, c'est que d'abord les contraintes ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais c'est surtout que l'impression 3D, la modélisation au pot d'impression 3D va ouvrir le champ des possibles qu'on n'avait pas avec l'usinage. On va pouvoir créer des formes complexes, organiques, qu'on ne peut pas réaliser par la fabrication traditionnelle. Et surtout, ça va permettre de réaliser des pièces d'un volume relativement important qui, en fabrication traditionnelle, devraient être découpées en un assemblage de différentes pièces. Parce qu'on ne pourrait pas les fabriquer en une seule fois. Donc, il faudrait réaliser plusieurs petites pièces et trouver des moyens d'assemblage qui permettent de consolider l'ensemble. L'avantage de l'impression 3D, c'est que ces ensembles de pièces, on peut les réunir en une pièce. Il est courant maintenant de trouver dans l'industrie des exemples d'éléments de moteur par exemple, qui en fabrication traditionnelle comportaient plus de 200 pièces assemblées et que l'on réalise maintenant en une seule pièce. Je vous laisse imaginer les gains à la fois en termes de résistance, de gains d'assemblage, gains de temps que cela peut générer. Quand je dis qu'il faut penser aussi du début jusqu'à la fin, c'est parce que c'est un processus complet. On pense la phase de modélisation par rapport à ce qu'on va faire après, par rapport aux matériaux qu'on va utiliser, au choix des matériaux. Il faut déjà aussi penser en amont, parce que les matériaux ont chacun leurs propres caractéristiques techniques, résistance en température, résistance au rayonnement, résistance mécanique, etc. Et tous les matériaux ne vont pas aller sur toutes les technologies d'impression. Donc il faut également imaginer quelle technologie d'impression on va utiliser. Et en final, on a aussi le post-traitement de la pièce. Selon sa destination, on n'aura pas les mêmes traitements. Selon les matériaux, on n'aura pas les mêmes traitements. Selon les technologies d'impression, on n'aura pas les mêmes traitements. Donc c'est une vision globale qu'il faut avoir. Cette vision-là, après j'en reparlerai un petit peu plus tard,
au niveau de son intégration dans le processus d'industrialisation. J'ai parlé des matériaux, je vais en parler un petit peu plus précisément maintenant. Sur les technologies les plus utilisées, donc l'impression par dépôt de filaments fondus, on va parler essentiellement de thermoplastique et de plastique thermodurcissable. Donc, les thermoplastiques, on va les trouver dans les technologies de ADM, dépôt de filaments fondus. Ces thermoplastiques, comparés aux thermodurcissables, ont des différences, c'est que leur état n'est pas figé. C'est-à-dire que les thermoplastiques ont la capacité à pouvoir être chauffés plusieurs fois, reprendre leur forme, alors que les thermodurcissables, une fois qu'ils ont été durcis, qu'ils ont été traités, polymérisés, gardent leur état et ne peuvent pas être recyclés. Dans les thermoplastiques, on a les standards. Donc, c'est des plastiques que vous pouvez trouver dans la vie de tous les jours, tels que, par exemple, les PET qui composent les bouteilles plastiques, beaucoup de pièces en PLA, les ABS. Et on a également des plastiques haute performance, on appelle haute performance, qui se distinguent par des caractéristiques mécaniques nettement supérieures à celles des thermoplastiques standards. Là, on va trouver des matériaux tels que les PEI, les pics, les nylons, les polycarbonates. Et notamment pour reprendre par exemple les PEI, c'est des matériaux qu'on utilise notamment dans l'aérospatial, qui ont des capacités de résistance mécanique importantes, résistance thermique, résistance au rayonnement UV, rayonnement gamma. Ce sont des matériaux aussi relativement chers. On a également des composites. Donc, les composites, ce sont des bases plastiques sur lesquelles on vient ajouter des charges, qui sont des microfibres de l'ordre du micromètre ou du nanomètre, qui sont composées de fibres de verre, fibres de carbone ou fibres d'aramide. Fibres d'aramide, vous connaissez ça sûrement plus communément sous le nom de Kevlar. Et ces charges vont permettre de renforcer les propriétés mécaniques des thermoplastiques dans lesquels ils sont inclus. Il faut savoir que les thermoplastiques, on en découvre, je ne vais pas dire tous les mois, mais c'est une technologie, la plasturgie, qui est en plein développement et qui est tirée justement par l'impression 3D. Alors après, il y a bien sûr il y a les autres matériaux, hein, les matériaux métalliques. Il y a des alliages, il y a des céramiques, il y a aussi des sables de moulage, hein, qui sont utilisés aussi en impression 3D. Il y a des cires perdues. Et tout à l'heure, j'en ai parlé, il y a le papier. Patrick, oui. il y a aussi apparemment de la matière biologique. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, bien sûr. Il y a aussi des impressions. Alors, il y a des imprimantes 3D pour la matière biologique. Alors, ça reste un secteur très particulier. Il y a aussi des impressions 3D de béton. Et on commence à fabriquer des maisons par impression 3D avec. En fait, en gros, on est dans le même principe général de fonctionnement que le dépôt de filaments fondus. Sauf que au lieu que ce soit une tête d'impression qui va faire fondre un filament plastique, on va dans une tête injecter du béton, et c'est un bras en fait robotisé qui va venir déposer les couches comme on ferait sur un plateau d'impression d'une imprimante 3D de bureau, quoi. Mais le principe reste le même. Pour l'impression de matériaux biologiques, ça se fait. Alors, c'est encore au stade expérimental. Il y a des reins de souris qui ont été fabriqués. Il y a on commence à faire des éléments organiques pour pouvoir faire des greffes ensuite. Ça reste à l'état.
ça fait partie des grands secteurs de recherche et développement. Et je n'ai pas cité non plus comme application aussi, il y a des imprimantes pour l'alimentaire. Évidemment, dans tout ce que je dis, je ne peux pas balayer tous les secteurs. Je ne parle que des secteurs qui sont les plus communément répandus. Mais il y a des niches, bien sûr, où il y a des applications très particulières de l'impression 3D. Alors justement, pour en parler de ces domaines d'application, de manière générale, on va retrouver de l'impression 3D dans les domaines artistiques, dans le design, dans l'architecture, dans l'automobile, dans la santé. Donc j'en ai parlé avec les matériaux biologiques. La santé, c'est aussi le dentaire, qui est certainement le secteur qui utilise le plus l'impression 3D, notamment par photopolymérisation de résine liquide. Et beaucoup de praticiens se sont accaparés ces technologies en l'intégrant dans un processus 3D complet au niveau de leur activité, c'est-à-dire du scan dentaire en 3D, avec un scan 3D dans la bouche du patient, qui vont permettre de modéliser la structure mandibulaire ou la forme du crâne du patient, d'étudier la façon dont ils vont intervenir, créer des prothèses dentaires ou des implants, etc. Et modéliser ces produits-là et les imprimer en 3D aussi. Au niveau médical aussi, dans le secteur de la chirurgie, c'est beaucoup utilisé maintenant par des chirurgiens sur des interventions complexes. On fait un scan 3D de la zone du patient que l'on doit opérer, on l'imprime et on étudie les gestes chirurgicaux sur le modèle imprimé, ce qui permet de mettre en place des stratégies d'intervention. Ça sert aussi à faire des moules, des empreintes, mais également à faire des prothèses ou des orthèses. Voilà. Dans le domaine orthopédique, notamment, de plus en plus, on utilise l'impression 3D pour pouvoir créer des prothèses vraiment adaptées, personnalisées aux patients donnés. J'ai parlé un petit peu de l'alimentation. L'aéronautique, je l'ai évoqué, enfin, du moins l'aérospatiale avec les matériaux PUI qui résistent donc notamment au rayonnement. L'aéronautique est un secteur qui utilise de plus en plus l'impression 3D pour différentes raisons liées évidemment au coût de production des pièces, mais surtout à l'allègement que peuvent procurer certains matériaux que l'on utilise dans l'impression 3D. Alors, l'utilisation, on s'en sert pour faire du prototypage. Ça a été une des premières utilisations de l'impression 3D. Ça l'est toujours, mais pas que. Maintenant, on fait aussi des produits, on produit des pièces en petite série grâce à l'impression 3D, donc des centres, ce qu'on appelle des fermes d'impression 3D. Ça reste de la petite série parce que pour vraiment produire en centaines de milliers d'exemplaires des pièces, à l'heure actuelle, l'injection en plastique, par exemple, est beaucoup moins onéreuse. Mais pour la petite série, ou de la très petite série, c'est un avantage, l'impression 3D, qui, elle, permet justement des coûts bien moins importants que par les méthodes traditionnelles de fabrication. Notamment, tout à l'heure, dans ton introduction, Sébastien, tu parlais au niveau de l'industrie, les aspects créatifs, etc. Il y a une tendance ici actuellement, c'est à la personnalisation des produits manufacturés. Les gens recherchent de plus en plus à avoir un produit qui n'est pas le même que celui du voisin. Et ça, c'est quelque chose que peut apporter l'impression 3D, alors qu'on ne peut pas le faire avec l'impression de masse. Et c'est certainement une des orientations de l'industrie
qu'est en train de prendre l'industrie aujourd'hui, c'est de réorienter la production non plus de masse, mais vers des besoins particuliers. Et l'impression 3D, on y reviendra encore, mais justement permet cette agilité parce qu'elle permet de réitérer des formes diverses facilement pour répondre aux besoins du client et à des coûts qui n'ont rien à voir avec les méthodes de conception et de fabrication qu'on avait jusqu'à présent. J'ai parlé de coûts. Donc, bien sûr, l'impression 3D, ça passe par des machines. Les machines, ça a un coût. Et les coûts sont très variables selon les technologies. Donc, selon la technologie employée, on va tomber avec des machines maintenant grand public qu'on peut trouver à moins de 200 €. Des machines semi-pro aux alentours des 1 000, 5 000 € et des machines industrielles où là, on peut arriver à des millions d'euros. Donc en fait, la gamme est extrêmement large. Bien sûr, sur ces machines à 1 million d'euros, ça va être des machines vraiment très très particulières, du style, par exemple, les machines à dépôt de matière par énergie dirigée. Donc, où là, il faut des gaz inertes, il faut des mises sous vide, voilà, enfin, c'est des processus qui sont très complexes et c'est des machines qui sont utilisées généralement pour faire des grosses pièces et pour des applications bien particulières. Juste, Patrick, il y a une question qui a été posée par Matt4, je la pose. C'est par rapport à la taille des pièces. Quelle est la taille maximale qu'on peut faire avec une impression 3D? Est-ce qu'il y a quelque chose de limité par rapport à ça? Alors, justement, dans les machines, on distingue en gros deux familles de machines. Les machines dites de bureau, qui sont de taille relativement modeste, hein, qui peut aller jusqu'à la taille d'une grosse imprimante laser, qu'on peut intégrer dans un bureau d'études. Ça, on va être sur des technologies plutôt dépôt de filaments et photopolymérisation par rayonnement UV. Là, on va arriver à des pièces, pour la plupart des machines, après il y a quelques exceptions, mais d'une surface au sol de 40 par 40 cm jusqu'à 60 cm à peu près de hauteur. Donc ça reste des petites pièces. Après, sur les autres technologies, alors fusion de poudre, surdit de poudre, on est sensiblement pareil pour la plupart des machines. Il y a des machines où on arrive à des tailles de 1 mètre sur 1 mètre. Après, sur des grosses machines industrielles, on arrive à des volumes de 1 à 2 mètres cubes selon les technologies. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, sur certaines technologies, on arrive à fabriquer des moteurs d'hélicoptères, des moteurs des ensembles de pièces de moteurs d'hélicoptères, par exemple, en une seule impression sur une machine, pour donner un petit peu une idée. Après, on a aussi les micro-machines qui vont être utilisées plus, par exemple, dans la joaillerie, où là, on a des surfaces d'impression qui sont de l'ordre de 10 cm sur 5 cm sur une hauteur de 12 cm. Et là, l'objectif, c'est de créer vraiment des très petites pièces, très fines, qui vont servir de prototype, mais aussi de moule pour ensuite réaliser des bijoux. Donc là, j'ai parlé un peu technique, on va parler un peu plus maintenant de la place de l'impression dans l'industrie. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est certainement, notamment vu l'évaporation de nos industries ces dernières décennies, est-ce que ça peut être, même si on a observé un début de relocalisation de l'industrie en France, est-ce que ça peut être un élément moteur de cette relocalisation? Il faut savoir que actuellement, en France,
de plus en plus d'industriels, mais c'est plutôt quand même des gros groupes, ont commencé à intégrer l'impression 3D. Ça présente un avantage, c'est que, par exemple, dans un processus de conception de pièces et d'industrialisation, on va générer un fichier de pièces, des plans d'une pièce, et pour les tester, la méthode traditionnelle, c'est de faire réaliser des moules, créer une pièce, et ensuite vérifier ses fonctionnalités. Les moules, c'est des délais très longs pour les obtenir, souvent fabriqués à l'étranger, et ça coûte, c'est qu'à dire, la peau des fesses. Donc en gros, un moule, on va dire que c'est entre 5 000 et 100 000 euros. Un délai, c'est de 2 mois à 6 mois pour avoir un moule. Donc, quand on est dans un processus de conception de nouvelles pièces, vous imaginez que ça pèse lourd sur le processus de développement. L'avantage de l'impression 3D, et notamment quand elle est locale, c'est qu'on va pouvoir rapidement sortir, sans avoir besoin de faire de moule, une pièce à un coût bien moindre. Ce qui va permettre de facilement, rapidement surtout, faire des premiers essais, modifier éventuellement la forme de la pièce, enfin la modifier, refaire une deuxième pièce, les coûts étant tellement moindres qu'on peut se permettre des itérations et des itérations rapides. Si bien que, pour donner une image, des sociétés citent des exemples de conception de pièces qui leur prenaient à peu près 6 à 8 mois autrefois, qu'ils arrivent à finaliser en quelques semaines. Donc de 6 mois, encore je ne suis pas dans les cas extrêmes, de 6 mois on peut passer à 1 mois. Et ça, ce n'est possible que si on peut créer ces prototypes localement. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que la pièce nous arrive par avion ou par bateau et d'attendre des semaines pour l'avoir. Ça induit donc des réductions de coûts de développement par l'accélération des processus de conception et d'itération de prototypes. Ça permet aussi, dans certains domaines d'application, de pouvoir proposer des produits personnalisés, que ce soit d'ailleurs pour les particuliers ou pour les professionnels, d'augmenter aussi la réactivité en SAV, c'est-à-dire qu'on va pouvoir diminuer aussi le coût des stocks, puisque on sait tous, maintenant on évite de faire du stock parce que ça a un coût, ça coûte cher. Et bien là, quand on n'a plus de stock, il faut parfois attendre des mois pour avoir une pièce, parce que ça rentre dans un processus, dans un cahier des charges d'une entreprise de fabrication, qui va l'inscrire à son cahier de production, et ça sortira, il y aura une chaîne de production qui sera lancée dans 3 mois. Là, par l'impression 3D, ça va pouvoir permettre de répondre à des besoins relativement urgents dans des temps très courts. Donc, réduction des coûts, amélioration de la réactivité. Alors, en France, où on en est? Alors, tout à l'heure, je l'ai évoqué, la France a été l'un des premiers quand même à travailler sur l'impression 3D avec le CNRS. On est loin d'être les leaders, mais on n'est pas non plus les derniers. Alors, on a encore relativement peu de données chiffrées, mais pour vous situer un petit peu, en termes de revenus générés, en France, on se situe à peu près à la 4e place mondiale. L'Amérique du Nord et l'Asie étant les premiers dans ce domaine-là. Juste Patrick, qu'est-ce que tu appelles revenus générés? Alors, tout ce qui tourne autour de l'impression 3D, c'est-à-dire les machines, la production de matériaux,
la production, les produits créés par l'impression 3D. Tout cet ensemble-là et comment tous ces secteurs qui tournent autour de l'impression 3D, ça génère des revenus. On estime en 2019 que c'était à peu près 10 milliards de dollars au niveau mondial. Après, on peut voir les choses du point de vue financier, des revenus générés en termes de machines aussi, nombre de machines. En France, on est au 7e rang au niveau machines industrielles, je précise bien industrielles, hein, pas machines de bureau, en termes de parc de machines industrielles installées, qui n'est pas mal non plus. La France est aussi plus de 100 brevets autour des technos d'impression 3D, que ce soit des matériaux ou des machines. Après, l'évolution du marché de l'impression 3D aussi, de ce concept, c'est un marché qui est en pleine évolution et qui a trouvé son essor avec la démocratisation de l'impression 3D fin des années 2000, avec donc les imprimantes grand public, les imprimantes de bureau qui sont généralisées. Mais c'est aussi c'est un marché qui n'a pas cessé d'évoluer en termes d'amélioration de l'efficacité des machines, la précision, la quantité, le choix des matériaux disponibles à disposition des fabricants. Et également, cette lancée-là, les spécialistes estiment qu'elle ne va pas s'arrêter de sitôt. Pour donner un ordre d'idée, plusieurs études tablent entre une progression un taux de croissance pour les 6-7 ans à venir, en fourchette basse dans les 14-15% de progression annuelle et jusqu'à 28%. Donc, ça donne une idée de l'ampleur du mouvement. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Asie, hein, qui était l'un des leaders aussi de l'impression 3D, notamment la Chine, hein, qui est l'un des principaux investisseurs dans les entreprises de fabrication additive. Le gouvernement chinois soutient fortement le développement et la normalisation de l'industrie liée à l'impression 3D. La Corée du Sud aussi, qui a fortement augmenté ses investissements dans la recherche et le développement autour de ces technologies. En France, on n'est pas en reste. Hein, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont consacrés, je crois que c'est 30 millions d'euros qui sont consacrés à la recherche et au développement au travers de différents instituts, comme l'Institut Carnot, par exemple. Mais alors, il y a des instituts, je dirais, nationaux, mais il y a également des entreprises industrielles, hein, qui font de gros efforts d'investissement. Alors, dans les instituts nationaux, dans les gros qui sont connus, il y a aussi le CETIM pour les matériaux, le laboratoire des sciences du numérique de Nantes, il y a l'école d'ingénieurs aussi de Saint-Étienne. Dans les industriels, on va trouver les gros groupes comme Safran, comme Arianespace, Dassault, Airbus, EDF. Voilà. En termes de développement de l'impression 3D, tout à l'heure j'avais parlé des différents domaines d'utilisation. Il faut savoir que au niveau des métiers d'impression, il y a 30% des métiers qui tournent autour de la recherche et développement vers l'impression 3D. Après, il y a de la production, c'est à peu près 30%. Il y a la maintenance et le support.
et également le développement, la gestion de projet pour le prototypage. À côté de ça, donc, l'utilisation, on va la trouver soit intégrée dans des entreprises, soit dans des entreprises spécialisées dans l'impression 3D, donc qui agissent en tant que sous-traitants de clients qui ont besoin de générer de la pièce, du prototype ou de la pièce finie, ou dans des Fab Labs, Sébastien avait évoqué tout à l'heure, et là on est plus tourné vers les particuliers. Donc ce soir je ne vais pas trop parler de l'impression 3D à usage des particuliers, même si c'est important et ça le sera de plus en plus, mais juste un mot là-dessus. Actuellement, une imprimante 3D, c'est pas comme une imprimante jet d'encre. Tu ne peux pas juste envoyer un fichier récupéré sur Internet, l'envoyer dans la machine, appuyer sur le bouton on et récupérer sa pièce à la fin. C'est un petit peu plus complexe que ça. Les machines ne sont pas encore suffisamment simples à utiliser pour un usage particulier si on n'a pas derrière un intérêt pour la technologie. Au niveau du... Donc je reviens sur l'impression 3D au niveau français. Il y a des réseaux aussi d'entreprises qui se forment ou des associations pour mettre en commun leurs connaissances, leur expertise, afin de pouvoir aussi accompagner des petites entreprises dans des transitions, notamment pour l'intégration de l'impression 3D dans les processus de fabrication. Il faut savoir que souvent, donc, selon la technologie utilisée, pour une petite entreprise, l'investissement peut être lourd. Donc ces regroupements ces consortiums de gros groupes permettent aussi une accessibilité à la technologie à des entreprises qui, sans cela, ne pourraient pas y accéder. Sachant que il y a vraiment un tournant à prendre si on veut sauver notre industrie en France. Je rebondis là, Patrick, avec une question de Rémi. Alors, je ne sais pas s'il veut la poser, mais c'est par rapport à ce que fait la France aujourd'hui. Si la France a un plan, parce que là, tu parles d'entreprises qui s'associent pour pouvoir permettre les autres entreprises d'avoir du matériel pour imprimer en 3D. Est-ce qu'il y a un programme national en France? Est-ce qu'il y a le gouvernement a mis en place des politiques? Parce qu'apparemment, en Allemagne, il y avait déjà des plateformes nationales d'impression des métaux ou quelque chose dans ce genre. C'est ce que demande Rémi. Alors, oui, alors, j'ai parlé tout à l'heure de la recherche et développement, notamment au niveau des instituts français et de la collaboration aussi de ces instituts avec des réseaux d'entreprises. Mais la France, au travers de plans de financement et notamment du plan de relance, que c'est un peu d'actualité, a effectivement des programmes d'aide à l'innovation et notamment sur l'impression 3D. Alors, la Banque publique d'investissement soutient des PME et des ETI qui veulent se positionner sur ces technologies-là. Donc la fabrication additive, dans le cadre du plan de relance, fait partie des secteurs aidés, et plus particulièrement l'achat d'équipements. Après, en France, le problème, c'est je dirais qu'il y a pas mal de réseaux autour de la fabrication additive, mais c'est assez régionalisé et il y a un manque de vision globale au niveau national. Il y a des associations comme l'association française je crois, de la fabrication additive, que ça s'appelle, qui milite justement pour la création d'un institut national de manière à fédérer les connaissances, enfin, les actions et pouvoir un peu structurer les programmes de recherche autour de ces technologies. Alors, quand je dis technologie, c'est vraiment au sens large, aussi bien sur les machines
que sur les matériaux, puisque on sait qu'il y a beaucoup d'applications encore qu'on souhaiterait réaliser via l'impression 3D, mais les matériaux, dans certains domaines d'application, les matériaux ne sont pas là. Donc, le développement doit être à la fois sur les machines, sur les processus aussi, les processus industriels, c'est-à-dire comment optimiser au mieux l'impression 3D dans un processus industriel, dans une entreprise, à la fois avec les processus aussi traditionnels, parce que bon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, j'ai surtout parlé d'impression 3D, mais il faut pas oublier quand même que même si c'est formidable, l'impression 3D, elle ne fait pas tout non plus, hein, c'est pas la solution miracle à tous nos maux. L'usinage peut être un processus complémentaire de l'impression 3D et peut même être en bout de chaîne de l'impression 3D. Donc, c'est pas des technologies qui s'opposent, c'est des technologies qui doivent se compléter. Après, la difficulté pour des petites entreprises, des petites industries, c'est de voir aussi comment ils peuvent intégrer ça dans leur processus. Donc, c'est repenser aussi tout le mode de fabrication de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi besoin d'un accompagnement soit par l'État, parce que ça a un coût, mais également d'organismes tels que un institut. La vocation souvent des instituts, hein, c'est de faire un peu de recherche fondamentale, avec derrière une mise à disposition des résultats de la recherche pour l'industriel. Justement, je rebondis juste là-dessus parce qu'il y a Johan Bocchio qui posait la question du rôle des chambres de commerce et d'industrie, si elles soutiennent l'impression 3D, si ces structures-là voilà, font le nécessaire ou pas en France. Alors, moi, localement, j'ai pas eu de réponse à ces questions-là. Alors, je voudrais juste préciser que je ne connais pas tout, je n'ai pas les réponses à toutes les questions. Mais en ce qui me concerne, et localement en tout cas, moi je suis sur Brest, j'avais posé les questions, et c'est pas un sujet qui est pris à bras le corps localement. Alors c'est peut-être différent dans d'autres régions, hein. Moi ce que je constate, c'est que sur l'ouest breton, l'impression 3D est relativement peu développée. Au contraire d'autres régions comme l'Aquitaine, ou le bassin Rhône-Alpes, où là, les entreprises qui ont intégré l'impression 3D en interne, soit des entreprises vraiment spécialisées dans l'impression 3D, dans un secteur particulier ou dans un autre, sont légion, ainsi évidemment que l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. Pardon, si je peux compléter peut-être et répondre à la question, si ça te dérange pas. Non, pas du tout. Hein, si d'autres ont des éléments de réponse que je n'ai pas, bien sûr. Mathias Mavio, du coup, moi j'ai un parcours d'outilleur et usineur pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et du coup, je suis en cours de reprise d'entreprise. Et sur la partie des chambres de commerce et des CCI, alors bien sûr, elles soutiennent, c'est pas forcément les CCI directement, mais il y a via la BPI des aides de prêts pour les entreprises ou également des aides de l'Union européenne qui peuvent aider jusqu'à 40% dans l'investissement de nouvelles machines et notamment pour la partie fabrication additive. Et on va dire que dans plusieurs régions, c'est aussi couplé à des aides régionales pour pouvoir investir. Donc, pour des PME qui sont déjà établies, même certaines, surtout des PME, on va dire, il y a quand même pas mal d'aides, et notamment aussi avec tout ce qui est plan de relance et tout. Au niveau des entreprises, en tout cas, qui sont pas trop mal ou plutôt en bonne situation pour investir, il y a quand même énormément de soutien et d'aide. Voire des fois, on peut s'interroger sur l'utilité d'un certain nombre de ces aides, quoi. Voilà, mais en tout cas, il y a des choses qui sont prises, qui sont faites aujourd'hui pour amener la fabrication additive dans les entreprises. Et là, on essaye vraiment de parler de fabrication additive base métal et même plastique, mais plutôt vraiment dans des perspectives d'industrie, quoi. Voilà.
Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vient de dire Mathias, alors effectivement, moi, au niveau des CCI ou des chambres de commerce et d'industrie, de manière générale, je ne sais pas si elles apportent directement ou si elles accompagnent vers des démarches de financement des entreprises qui veulent prendre le virage de l'impression 3D. Mais de toute façon, des aides, oui, ça c'est vrai, il en existe. Je dirais que, en fait, il y a des aides qui peuvent venir d'un peu partout, y compris des réseaux bancaires. Certaines banques octroient des subventions. Après, il y a pléthore de sources d'aide. On a les aides des conseils généraux. Il y a les régions aussi qui interviennent également, soit au travers de financement dans une certaine proportion des investissements. Il y a des réseaux tels le réseau Initiative qui octroient des prêts d'honneur. Ce sont des prêts à 0%. Il y a la BPI, donc Banque publique d'investissement, qui a des programmes d'aide, notamment dans le cadre du plan de relance, au travers des. Alors, c'est un petit peu complexe, mais il y a beaucoup de thèmes qui sont aidés au travers de certains programmes, souvent sur des échéances relativement courtes. Donc, il faut tomber au bon moment pour faire sa demande, pour pas être hors délai, parce que souvent c'est sur des délais les programmes sont ouverts sur quelques mois et les budgets alloués pour ces programmes d'aide ne sont pas systématiquement reconduits d'un projet à l'autre. Et puis les aides européennes que tu as évoquées aussi. Je dirais que la difficulté pour une petite entreprise qui n'a pas forcément tout son temps à consacrer à faire des recherches, comme ce serait peut-être plus facile pour un gros groupe. Une petite entreprise doit d'abord essayer de sortir de la pièce, sortir du chiffre d'affaires, et pas forcément passer son temps à rechercher des possibilités d'aide et de financement. Et c'est là que le bas blesse, parce que en fait, des financements, il en existe, mais il faut savoir où les trouver. Et c'est un petit peu la jungle pour s'y retrouver quand on ne sait pas trop où chercher. Ça, c'est un peu vrai pour. Et c'est souvent des dossiers assez lourds à monter pour pouvoir espérer obtenir une aide. Donc, des dossiers à monter, c'est du temps, et souvent les chefs d'entreprises, de petites entreprises, n'ont pas que ça à faire, quoi. Donc, pour ça, le fait d'avoir aussi un institut national autour de l'impression 3D, ça pourrait être aussi, je parlais de fédérer tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire un point d'entrée où là, on peut être accompagné et orienté vers les bonnes solutions, quoi. À la fois technologique, mais aussi l'intégration des processus dans l'entreprise, et également vers quel organisme se tourner, quels sont les organismes qui sont en mesure d'apporter une aide, que ce soit au travers de prêts d'honneur ou de subventions. C'est pas la même chose que les Fab Labs. Ce serait un institut plus pour les entreprises, tu veux dire. C'est pas quelque chose. Oui. Comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas trop aborder, parce que sinon dans 2 heures on y est encore, le sujet des particuliers, qui est aussi très intéressant, mais et c'est un domaine qui évoluera aussi dans les prochaines années. Mais là, comme on était plus tourné sur le sujet par rapport aux enjeux stratégiques et de relocalisation de l'industrie, voilà, c'est pour éviter de trop m'égarer. Je pense que je suis déjà peut-être égaré sur certains domaines. Je pense qu'il est peut-être temps de laisser la place aux questions. Si je peux compléter, pardon, par rapport à ce que tu disais, sur des aides, il y a l'UMM, par exemple, l'Union des industries de la métallurgie, oui.
qui aide les entreprises justement sur ces questions-là, comment trouver de la subvention pour investir dans de nouvelles machines, etc., quelle technologie utiliser. C'est quand même de grande aide, et je crois que également dans la plasturgie, j'ai plus le nom de l'organisme en tête, mais ils ont tendance aussi à se bouger sur ces questions-là, parce qu'ils savent que c'est vital justement pour les bassins d'activité de pouvoir se moderniser, et que le chef d'entreprise n'a pas toujours le temps de s'en occuper. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il y a des réseaux qui se mettent en place aussi, justement déjà pour défricher la partie technologique, et de plus en plus pour aller à la rencontre des TPE, alors dans des optiques éventuellement de sous-traitance, mais aussi justement de les aider au travers de partenariats et de sous-traitance à intégrer ces technologies-là en interne. Je vais juste citer quelques chiffres. L'impression 3D, d'après une récente étude de Sculteo, qui est un des acteurs majeurs aussi de l'impression 3D en France, les usages de l'impression 3D, c'est 50% un usage professionnel, c'est 20% de l'enseignement ou de la recherche, et des recherches et développement, et c'est quand même 25% à usage des particuliers. Le volet particulier n'est quand même pas à négliger. Ça, ce sont des chiffres qui ont été compilés d'après des sondages réalisés par Sculteo auprès de tous les utilisateurs qu'il a pu contacter dans le monde. C'est peut-être à prendre avec des pincettes, mais enfin, ça donne quand même une idée au niveau de l'échelle de son sondage, et je ne sais plus combien de milliers de réponses un peu partout dans le monde, ça donne un peu une tendance quand même. Ok, merci Patrick. On va peut-être passer aux questions-réponses. Là, alors j'invite, à moins que tu voulais peut-être conclure. Non, Non, conclure, okay. Conclure, c'est que moi je vois une belle opportunité pour notre industrie, de justement de pouvoir répondre aux besoins émergents de la société, c'est-à-dire sortir un petit peu de ce système de production de masse pour répondre à des besoins plus particuliers, et non pas chercher à uniformiser tous les usages. C'est revenir un petit peu vers le respect de la personnalité des uns et des autres, que ce soit au niveau commercial, industriel ou privé. L'impression 3D, c'est cette agilité qu'elle donne, tout en réduisant les coûts. Donc, je pense que c'est un outil qu'il ne faut pas négliger, et qui va être fondamental dans la reconversion de nos entreprises voilà, pour les décennies à venir. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Rémi, tiens, parce qu'il a une question qui fait un petit peu écho à ce que tu viens de dire en conclusion. Rémi, si tu veux poser ta question. Alors, ça peut avoir un impact aussi sur l'industrie de masse, parce que tout à l'heure j'ai parlé aussi qu'il ne fallait pas opposer la technologie d'impression 3D aux autres processus de production industrielle, comme l'usinage, ou même la production de pièces moulées. Là où ça présente un intérêt, c'est déjà autant il y a encore quelques années, on disait l'impression 3D, on fera jamais de série avec, ce sera pas rentable. Maintenant, on commence à faire de la petite série, voire de la belle série de manière rentable. Un exemple tout récent, une start-up qui s'est créée l'an dernier à la suite du Covid par un jeune entrepreneur, un entrepreneur français, qui a créé un stéthoscope connecté.
Donc là, normalement, il devrait être mis sur le marché, enfin commercialisé. La production doit commencer, je crois, ce mois-ci. Et la production va être assurée par des fermes d'impression 3D. En termes de volume de pièces, actuellement, c'est plusieurs centaines de milliers de pièces qui vont être produites et sur des commandes fermes qu'il a déjà obtenues. Donc, autant il y a quelques années, on disait au-delà de quelques centaines de pièces, ça ne présente pas d'intérêt. C'est plus tout à fait vrai maintenant. Encore une fois, ça dépend aussi des technologies. Dans la fusion de poudre métallique, on fait déjà de la série au niveau industriel. La petite série, c'est pas des centaines de milliers de pièces, mais on fait de la petite série. L'intérêt de l'impression 3D, c'est aussi que maintenant, on sait créer des moules par l'impression 3D dans des matériaux suffisamment résistants pour ensuite les utiliser sur des presses à injecter pour faire de la série, la grande série. C'est-à-dire que, comme je le dis tout à l'heure, les moules, traditionnellement, ce sont des moules en acier dans l'industrie de l'injection plastique, des moules en acier ou en aluminium, qui sont fabriqués par usinage, souvent à l'étranger. Maintenant, on peut, il y a une entreprise française, je n'arrive plus à me rappeler le nom, qui a développé un procédé et qui arrive maintenant à créer des moules dans des résines. Le fabricant de résine est américain, c'est Formlabs, des moules qui permettent qu'ils montent sur ces machines d'injection pour faire de la petite série. Donc ça, c'est le début. À terme, on pense pouvoir arriver à utiliser ces mêmes moules sur des machines de grosse production. Donc, l'intérêt, c'est que là, du coup, des pièces pourront être fabriquées en grande série avec des réductions de coûts encore, parce qu'encore une fois, ce qui coûte cher, c'est le moule. Autre intérêt de l'impression 3D pour l'industrie, c'est que ce qui coûte cher dans beaucoup de systèmes, c'est la matière et le poids, surtout quand il s'agit d'éléments en mouvement. Plus il y a de poids, plus il faut d'énergie pour assurer le mouvement, etc. L'impression 3D permet de fabriquer des pièces dans des formes, notamment ce qu'on appelle avec la conception générative, des formes qui permettent d'obtenir la même résistance mécanique, répondre aux mêmes contraintes mécaniques qu'une pièce pleine, avec des formes, ce qu'on appelle des formes en lattice. Ça permet de réduire, d'une part, la matière, des coûts matière, donc on utilise moins de matière, et on réduit le poids. Et donc ça, c'est un secteur qui est en plein développement actuellement. Juste pour expliquer un petit peu aux gens, ce que tu veux dire, c'est par exemple de faire une pièce entière. Aujourd'hui, si on veut faire une pièce, il faut la remplir de matière. Et qu'aujourd'hui, on peut faire des pièces dans lesquelles, à l'intérieur, il y a du vide, mais des structures en réseau, comme les os du corps humain, par exemple, qui permettent de garder la résistance tout en diminuant le poids et faire une pièce entière, pourtant, sans qu'on ait besoin de faire, disons, une pièce quelque chose qui soit assemblé, en fait. C'est ce qui le rend, c'est ce qui n'est pas possible si on doit le faire dans les méthodes traditionnelles où on doit remplir les objets de matière. Là, il y a du vide à l'intérieur, enfin du vide. Il y a des espaces. Il n'y a pas de matière, il y a des espaces, voilà, à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir, un peu comme la Tour Eiffel. C'est que dans une pièce pleine, en fait, toute la matière ne participe pas à la résistance de la pièce, à la résistance mécanique. Donc, le tout, c'est de pouvoir l'enlever. Alors, on peut le faire partiellement par usinage dans certains cas, mais dans d'autres où c'est très difficile. Et là, l'impression 3D va permettre de le faire. Ces techniques-là vont aller en se développant.
parallèlement avec le développement des puissances informatiques et d'ici quelques années, le développement des ordinateurs quantiques. Pourquoi? Parce que maintenant, quand je parlais tout à l'heure d'une approche complètement différente de la conception, tout le processus de conception, c'est que maintenant, on commence à travailler avec des logiciels où on va définir, par exemple, les points de contact d'une pièce. On va lui définir les contraintes auxquelles on veut que la pièce réponde, soit en termes de température, de résistance à température, de fluage, de résistance mécanique, etc. Tout un tas de contraintes. Et actuellement, ça se fait déjà, mais ça part dans des fermes de serveurs assez puissants, où là, les machines vont calculer, vont faire des itérations, des simulations, et vont sortir, par exemple, une cinquantaine de modèles qui va finalement choisir celui qu'il veut conserver. Mais c'est la machine, via l'intelligence artificielle, pour justement utiliser le moins de matière possible, tout en répondant aux critères définis par le concepteur. Voilà. Et ça aboutit à des formes qui sont impossibles à réaliser par l'usinage traditionnel. Après, l'usinage traditionnel peut intervenir en termes de post-traitement et de finition des pièces. Notamment si on a besoin, par exemple, de surfaces de contact qu'on ne peut pas obtenir, par exemple, ou qui ne sont pas suffisamment fines, par exemple, avec la fusion sur lit de poudre métallique, où là, on a des niveaux de qualité de surface qui ne sont pas du niveau d'un usinage. Ça vient en complément. Mais la fabrication de la pièce en elle-même, qui va demander du temps par usinage, si tant est qu'on puisse la faire par usinage, sera réduit par le processus d'impression 3D. Alors quand je dis impression 3D, hein, j'entends aussi le processus de post-traitement, parce que j'en ai pas trop parlé pour pas rentrer dans les détails, mais quand on imprime une pièce en 3D, autant en dépôt de filament fondu, on peut dire qu'on décolle la pièce du plateau d'impression et on peut l'utiliser directement, on enlève les quelques supports. Mais dans d'autres processus, quand on retire la pièce de l'imprimante, on ne peut pas l'utiliser telle quelle. Il y a quand même des processus derrière, soit de lavage, de nettoyage, de cuisson en four, et ça, c'est valable pour pas mal de technologies. Mais globalement, quand même, le gain de temps est important. Si Norbert, tu veux poser ta question, bon, il a un petit peu répondu, mais ce serait intéressant de voir aussi la question écologique aussi derrière. Norbert, je ne sais pas si tu peux... En fait, non, c'est juste qu'il dit justement ça fait beaucoup de plastique imprimé. Alors en fait, tu viens de dire que justement ça permettait de faire des économies. Bon, la question, elle est est-ce qu'on peut recycler en fait certaines pièces? Enfin, il parle notamment du recyclage du matériau de manière générale. On t'y a un peu répondu, mais voilà, je pose la question. Ouais, je peux détailler un petit peu plus. Pardon. Alors, pour ce qui concerne les plastiques, donc les thermoplastiques, il y a différentes familles, hein, les PLA, PET, etc. Alors, le matériau, je dirais, le plus commun, le plus utilisé, c'est le PLA. C'est un matériau biosourcé, bien souvent. Et il y a même une entreprise française basée en Normandie qui produit ces filaments à base de coquilles d'huîtres ou de marcs de café, de coquilles de moules aussi, qui sont broyées, traitées, etc. Et ces filaments-là, une fois utilisés, les pièces utilisées peuvent être retournées a priori en recyclage. Actuellement, il y a des réflexions qui sont menées sur justement le recyclage des matériaux utilisés en impression à l'aide de matériaux plastiques. Parce que si le PLA est fait un peu figure d'exception, on reste quand même sur des produits issus de la chimie pour beaucoup,
Alors moi, je suis pas un spécialiste en plasturgie, mais voilà, l'intérêt, c'est surtout déjà de pouvoir réduire le volume de plastique utilisé, d'une part, et également, dans la recherche et développement, c'est de travailler sur des matériaux, ouvrir la gamme des matériaux biosourcés, en élargissant notamment à des matériaux qui ont des qualités de résistance thermique, mécanique et autres plus intéressantes que le PLA. Après, les thermodurcissables, là, on est clairement sur de la chimie. C'est en fait la réalisation de la pièce, c'est pas juste de la fusion et du refroidissement. On est vraiment là sur de la réaction chimique et avec des matériaux qui sont plutôt, on va dire, pas très bons pour la santé. Il y a des précautions à prendre. Parce que là, on est clairement sur des produits chimiques qui ne sont pas très sains. Après, c'est aussi valable si on parle de fusion sur lit de poudre, puisque là, on va travailler sur des machines qui utilisent de la poudre avec une très très faible granulométrie, donc potentiellement très volatile, et selon la nature des matériaux métalliques utilisés, avec des risques explosifs ou d'inflammabilité dans un environnement électrostatique. Donc là, on est sur des environnements de travail qui doivent être contrôlés, atmosphère contrôlée en termes de température, d'hygrométrie, de pression. Généralement, ce sont des sables à pression négative, avec des systèmes de filtration. Et bien sûr, au niveau des opérateurs, également des protections particulières. L'importance des EPI sur ce type de procédé de fabrication est important. Et les matériaux métalliques, c'est aussi de l'extraction de minerais, etc. Donc là, on est dans un autre domaine que les plastiques, mais la réflexion doit être menée de manière globale et surtout, notamment, parce que même si ça génère peu de déchets, il y a un petit peu de déchets quand même, beaucoup moins que dans les autres procédés. Mais l'intérêt, c'est de trouver une solution pour les réutiliser, ces déchets. Alors moi, à titre personnel, par exemple, en attendant d'avoir une filière justement de recyclage, j'ai mis en place, en fonction du matériau que j'utilise, actuellement c'est essentiellement des thermoplastiques actuellement que j'utilise, et ben, je récupère mes petites chutes, mes supports de filaments dans des conteneurs distincts, bien identifiés, en attendant qu'il y ait une filière de récupération sérieuse qui se mette en place. Alors, je crois qu'il y a une entreprise qui travaille là-dessus, mais bon, je ne sais pas trop encore où ils en sont. Ça me permet de tout de suite te poser la question, qu'est-ce que toi tu veux faire justement personnellement dans l'impression 3D, sans dévoiler de secrets professionnels, hein, mais est-ce que tu peux t'expliquer un petit peu justement ta démarche? Comme j'ai dit, ce que j'ai pu constater, c'est que sur l'Ouest breton, l'impression 3D est peu développée. Donc moi, mon objectif, c'est d'inciter justement l'industrie locale, les acteurs locaux, à s'accaparer aussi cette technologie. Donc déjà dans un premier temps, en leur proposant de répondre à des problématiques qu'ils peuvent avoir en interne spécifiques et en leur apportant mon expertise, à la fois en conception et en fabrication. Mais l'objectif final derrière, c'est mon souhait du moins, c'est de les amener autant que faire se peut, là où c'est possible aussi, parce que ce ne sera pas forcément possible partout, à intégrer ces processus en interne dans l'entreprise. Parce que l'intérêt de l'impression 3D, là où elle trouve son plein d'intérêt, c'est vraiment quand elle est intégrée dans l'entreprise. Parce que
même si moi je me destine à une activité locale, grand maximum régional, je veux pas, justement dans l'optique de la relocalisation, il faut être au plus près du besoin. Et dans un premier temps, moi je veux pouvoir apporter mon expertise et mes capacités de production aux entreprises locales pour des raisons de disponibilité, de réactivité et aussi d'accélérer les échanges et les itérations lorsqu'il s'agit de conception d'un nouveau produit. Mais la véritable efficacité, les industriels la trouveront quand ils auront intégré en interne. C'est-à-dire qu'ils n'auront même plus attendre que de passer le fichier à leurs sous-traitants qui va l'imprimer, peut-être pas le jour même s'il a une charge de travail trop importante, mais la semaine d'après, etc. Le fait d'avoir déjà une imprimante de bureau en interne, ça permet d'activer le cycle de réitération et d'évolution de la conception du produit. Pour ça, donc il faut repenser la façon de concevoir, etc. Et c'est aussi en ça que je veux intervenir, c'est-à-dire amener les concepteurs, les bureaux d'études, parce que les études ou les enquêtes menées montrent que bien souvent des entreprises ont échoué à intégrer l'impression 3D parce qu'elles ont été mal conseillées ou elles ont acheté comme ça, je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais une machine qui représente malgré tout, pour une petite entreprise, même une machine à 10 000 €, c'est quand même un investissement important. Mais ils n'ont pas l'expertise pour la conception, pour comprendre le fonctionnement de la machine, pour bien modéliser pour le produit qu'ils veulent sortir et pour la machine qu'ils ont. Et ça aboutit souvent à des successions d'échecs et finalement à dire l'impression 3D, c'est pas pour nous, ça marche pas. Donc c'est important d'avoir un bon accompagnement. Tout comme quand on crée une entreprise, c'est bien d'être accompagné aussi pour éviter d'aller dans le mur. Mais moi, j'avais une autre question, aussi, à moins que. Enfin, voilà, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais je voulais, moi, te demander si tu pensais que ce genre de technologie pourrait aider à accélérer le développement de l'industrie des pays du tiers-monde, par exemple, ou des pays en voie de développement. Est-ce que ça, c'est vu? Je ne sais pas si tu as pu voir ce type de technologie comme étant un potentiel accélérateur catalyseur du développement à travers le monde, pas seulement donc la dimension française, mais aussi la dimension de ce point de vue-là. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment les trois grands acteurs autour de l'impression 3D, c'est l'Amérique du Nord, l'Asie, et notamment la Chine et Corée du Sud, et l'Europe. L'intégration de l'impression 3D dans les pays du Sud, on voit qu'il y a un vrai déficit. Alors, de mon point de vue, ça devrait être un moyen de développement. Mais là, on est clairement dans le domaine de la volonté politique. Parce que il faut amener cette technologie sur ces continents-là, promouvoir son utilisation, parce que c'est vraiment le parfait outil. Parce que justement, hormis, je dirais, la production des matériaux qui peuvent être encore soumis à des problèmes d'importation, de production hors territoire, ne serait-ce que la capacité de créer de la pièce localement et à moindre coût, c'est quelque chose qui devrait favoriser l'expansion des pays en voie de développement. C'est un outil peu onéreux pour ça. Si on reste, je ne parle pas des grosses machines industrielles spécialisées qui coûtent des millions d'euros, hein, mais sur des machines qui peuvent répondre je dirais, actuellement aux 2/3 des besoins qu'on observe dans l'hémisphère nord,
il n'y a pas besoin d'avoir des machines à 200 000 euros. Des machines jusqu'à 50 voire 80 000 euros peut-être maxi font déjà le job comme on dit. Le tout, c'est que la machine ne suffit pas. C'est tout un écosystème qu'il faut amener. Il ne suffit pas, comme je le disais pour une petite entreprise, si on lui balance une machine et qu'elle ne sait pas l'utiliser, qu'elle n'a pas réfléchi en amont comment elle allait l'utiliser, comment elle allait concevoir pour pouvoir l'utiliser, ça ne sert à rien. Là, c'est pareil. Il faut de la formation, de l'éducation. Il faut des endroits où les gens puissent utiliser ces machines dans un premier temps. Et ça, je n'ai pas de données sur ce qui est en cours à ce niveau-là dans ces pays-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un déséquilibre complet. Mais pour moi, oui, il faut que ce soit quand même intégré dans une économie, déjà, disons, dans une économie de développement dans laquelle ça s'intègre. Ça ne peut pas se suffire à soi-même, en fait. Ouais. C'est pas la machine miracle parce qu'on va la déposer sur un territoire qui va permettre au territoire de se développer. Parce que beaucoup parlent de révolution. Beaucoup parlent de révolution de l'impression 3D. Est-ce qu'on peut parler de révolution comme on parle de l'industrie 4.0 ou la nouvelle révolution industrielle, est-ce que ça s'y prête ou pas? L'impression 3D s'intègre dans la révolution industrielle ou dans l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est aussi l'industrie connectée. Et l'impression 3D est un élément de cette industrie connectée. Il y a des éditeurs de solutions logicielles pour les entreprises qui travaillent justement sur l'intégration de l'impression 3D à l'ensemble des systèmes de l'entreprise. Et ça va du bureau d'études jusqu'au robot d'assemblage, etc. De manière à avoir un vrai flux de production, de conception de production, au même titre que les aspects aussi gestion de l'entreprise. Donc, dans des logiciels qui intègrent, qui communiquent avec tous les éléments de l'entreprise. Donc, l'impression 3D est un de ces éléments-là. C'est pas le seul, mais les réseaux internes en entreprise, la connectivité dans l'entreprise fait partie de l'industrie 4.0, au même titre que les dispositifs d'impression 3D. Alors, encore une fois, l'impression 3D ne répond pas forcément à tous les besoins, en tout cas pas actuellement. Et il y a certainement des secteurs où elle n'a pas aujourd'hui sa place, où on ne l'a pas encore trouvée, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de perspectives d'avenir pour cette technologie. Parce qu'on n'en est qu'au début, en fait. Il est presque certain que d'ici quelques années, on pourra, alors idéalement, avoir chacun sa petite imprimante 3D à la maison. Et là, effectivement, on pourra récupérer des fichiers. Alors ça commence, je sais qu'il y a des industriels qui commencent à faire ça. Je crois que c'est Seb, par exemple, qui commencent à concevoir leurs produits avec des fichiers qui seront en libre accès, de manière à ce que si on casse un bouton de sa cafetière ou un truc comme ça, qu'on puisse l'imprimer directement. Mais actuellement, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de standardisation des procédés. Même entre deux imprimantes identiques avec deux bobines de filament de deux fabricants différents, on ne va pas imprimer de la même façon. Il n'y a pas encore d'harmonisation. Il y en a une qui va mieux répondre à une température d'extrusion que l'autre. Et ça, ce n'est pas le logiciel qui va vous le dire. Et les logiciels restent encore complexes à utiliser, quoi, à manipuler. Mais voilà, dans la recherche et développement, ça fait partie des actes de développement, la simplification d'usage. D'accord. Je pense que là, on arrive un petit peu à la fin de notre présentation. Qu'est-ce que tu aurais comme conclusion
à donner à des sympathisants, des militants politiques de Solidarité et Progrès, des sympathisants ou même des personnes qui nous rencontrent là sur Discord. Bon, par rapport à cela et par rapport à la situation que tu vois, toi, aujourd'hui, du pays et du monde en termes économiques et du reste, qu'est-ce que tu voudrais donner? Alors, si je reste Question piège. Oui, c'est la question piège, bien sûr. Alors, de manière un petit peu rêveur, comme n'importe qui pourrait le dire, j'espère mon meilleur, bien sûr. Non, mais plus concrètement, j'aimerais que les gens prennent un peu plus conscience de ce qui se passe autour de nous. Tout à l'heure, tu as très bien parlé du risque de guerre. Et ça, moi, quand j'en parle autour de moi, mais les gens n'ont absolument pas conscience. Des catastrophes humanitaires telles que ce qui se passe en Syrie, ça, on n'en parle pas. Et puis, de toute façon, c'est forcément la faute de Bachar al-Assad. Le push qu'il a failli y avoir en Ukraine, moi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à part SCP, j'en ai entendu parler nulle part. Voilà. En Biélorussie, tu veux dire? Oui, pardon. Il y a ce qui s'est passé en Ukraine, mais en plus, là, ce qui Oui, lapsus non révélateur, s'il vous plaît. Non, je pense que les gens se fient trop aux médias traditionnels, voient ce qu'on leur sert comme du petit lait, et n'ont plus du tout le sens critique, et c'est ça que je trouve dommage. Alors, j'ai l'impression que plus il y a de possibilités de s'informer, moins les gens s'informent. On se laisse abreuver, mais les gens ne font plus l'effort d'aller chercher de l'information et puis de porter un regard critique sur l'information qu'on leur sert. Voilà, j'aimerais que surtout arriver à convaincre déjà dans mon entourage qu'il faut faire attention plus à ce qu'on nous sert et réfléchir aussi par soi-même. Qu'est-ce qu'on veut pour soi, pour ses enfants, pour notre entourage et pour le monde de demain. Merci à toi. Merci beaucoup, Patrick.